Bonjour, je suis heureuse d'être ici avec vous par l'Esprit afin de rendre hommage aux femmes en tant que force de réconciliation des peuples de l'Afrique des Grands Lacs. Je souhaiterais partager quelques-unes de mes expériences directes dans la région ainsi que celles de Congolaises et de Rwandaises que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer au fil des années. D'abord, je voulais vous ramener en 97 au Congo, l'ex-Zaïre. L'action se déroulait à Kisangani pendant une période de grande agitation dans cette ville, qui était tombée sous le contrôle d'une rébellion soutenue par le Rwanda qui a renversé Mobutu Sese Seko. Je me trouvais dans un hôpital rempli de femmes et d'enfants. Il faisait chaud et humide. Le bâtiment n'était qu'un bloc de ciment étendu, inachevé et en état de décrépitude, comme bon nombre d'ouvrages de Mobutu. Il avait des ouvertures carrées comme fenêtres et des stries de moisissure enduisaient ses corridors. Il ne ressemblait à aucun hôpital que j'avais déjà vu au Canada. Les équipements brillaient par leur absence et on y trouvait peu de médicaments. C'est à cet endroit que j'ai rencontré une Congolaise de 35 ans nommée Chinangwa. Mère de 5 enfants, elle en avait perdu 3 et un mari pendant l'invasion du Zaïre. Cette femme, à l'ossature délicate, s'exprimait d'une voix douce et avait le visage dégagé de ses cheveux par le bandana gris qu'elle portait. Ses yeux étaient beaux et étonnamment clair pour une femme qui avait affronté les périls de la guerre. Chinangwa était malade et enceinte et elle saignait. Elle m'a parlé de son enfant de 3 ans, Faïda, qu'elle a été obligée d'enterrer à Ubuntu, à quelques 650 km de sa Bukavu natale. Son mari était décédé peu de temps après que des troupes rwandaises aient attaqué des camps de réfugiés à Bukavu. Chinangwa a perdu 2 autres enfants dans la tragédie du voyage qu'elle et plusieurs milliers d'autres Congolais ont effectué avec des réfugiés hutus rwandais alors qu'ils étaient pourchassés à travers un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest. Elle n'avait pas abandonné l'espoir de retrouver ses enfants perdus, mais elle était confrontée à des problèmes immédiats. Un de ses 2 enfants survivants restants, un bébé, avait failli périr d'une diarrhée chronique et elle avait besoin d'aliments convenables, à savoir du poisson et des fèves, pour son autre enfant survivant. J'étais alors un jeune journaliste à l'époque et il s'agissait de mon premier reportage en zone de guerre. Je savais à peine quelles questions lui poser, étant incapable d'imaginer ce que l'on doit ressentir lorsque l'on perd 3 de ses 5 enfants et que l'on est enceinte d'un 6e être humain. Une de ces choses dont je me souviens jusqu'à ce jour était sa grâce et son calme dans un contexte de drame personnel. J'ai compris qu'elle n'en avait pas le choix et tenait bon parce qu'elle se devait de le faire. Mes rencontres avec Chinangwa et d'autres civils congolais m'ont permis de découvrir directement comment le Rwanda infligeait maintenant de vives douleurs à son voisin avec ses problèmes qui ont débordé au Zaïre en 1994 après le génocide. En l'espace de quelques jours, j'ai accompagné des travailleurs humanitaires locaux de Médecins sans frontières, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la Croix-Rouge dans une mission de recherche et de sauvetage dans la forêt dense équatoriale. Ces gens recherchaient des réfugiés hutus rwandais qui avaient survécu aux attaques au sud de Kisangani. Le voyage était long. Nous avons d'abord traversé le fleuve Congo en bateau pour suivre ensuite des routes qui sont devenues des chemins creux, jusqu'à ce que ceux-ci nous poussent à abandonner nos véhicules
pour nous enfoncer davantage dans la jungle épaisse. Au milieu du bourdonnement des menthes et des chauves-souris, de grandes feuilles arquées vers l'avant se frottaient à notre visage et des vignes ligneuses grimpaient dans les arbres. Nous nous sommes rendus à Kasese, où des dizaines de milliers de réfugiés Hutus ont habité jusqu'à la fin du mois d'avril dans les camps qui, des semaines plus tard, étaient maintenant vides. Pendant cette mission, les travailleurs utilisaient des porte-voix pour attirer des réfugiés à l'extérieur des profondeurs d'une canopée verte épaisse où des survivants se cachaient probablement. Quelques réfugiés sont sortis au compte-gouttes de la forêt à la recherche d'aliments et des médicaments. C'était vraiment atroce à voir. Un grand nombre d'entre eux avaient des plaies causées par les balles. D'autres étaient sévèrement déshydratés et sous-alimentés, presque nus et souffrant de divers problèmes de santé comme la malaria, la fièvre typhoïde, la diarrhée, la gale, la dysenterie, le choléra et des affections respiratoires. Une personne en particulier, une adolescente nommée Vestine, demeurait silencieuse et tremblait. Elle avait des yeux très creux. Je n'avais jamais vu un être humain à ce point émacié et à l'article de la mort. Pourtant, après avoir reçu de l'aide, elle a accepté de me parler pendant quelques minutes. Elle m'a informé avoir perdu toute sa famille seulement quelques semaines auparavant, à la fin du mois d'avril, lorsque les soldats ont pris d'assaut le camp voisin de Biaro et commencé à tirer au hasard sur les réfugiés, dont la plupart étaient trop malades ou exténués pour pouvoir bouger. Les troupes rwandaises ont tué des dizaines de milliers de personnes et en ont pourchassé d'autres dans la forêt. Elle me disait qu'il lui était désormais égal d'être malade. Son vrai problème était qu'elle se trouvait toute seule. Les soldats qui ont attaqué les réfugiés parlaient le Kinyarwanda et faisaient partie de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, qui formait la majeure partie des troupes rebelles de ceux qui a ensuite été baptisé l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo-Zaïre, AFDL. Les attaques s'inscrivaient dans une plus vaste campagne de forces rwandaises qui avait commencé au mois d'octobre 1996 dans le but d'exterminer systématiquement les réfugiés Hutus. 18 ans plus tard, les victimes de ce génocide n'ont toujours pas obtenu justice. De plus, depuis ce temps, le Rwanda s'est vu donner carte blanche pour appuyer 3 autres milices qui ont soutenu la guerre au Congo. Que je sois bien claire, les travailleurs humanitaires congolais ayant fourni une assistance aux réfugiés Hutus rwandais savent ce qui s'est passé dans les forêts cachées du Congo et comment les soldats Tutsis ont traqué, pourchassé, massacré et abattu les réfugiés Hutus. Je suis devenue très amie avec un de ces travailleurs humanitaires, une femme dans la mi-vingtaine. Je l'appellerai Niana, même si ce n'est pas son vrai nom. Quand j'ai hésité à traverser un pont cassé dans la forêt, craignant de tomber dans une gorge, elle m'a aidé à surmonter ma peur et à me donner confiance. Lorsque je suis devenue malade à Kisangani et que je croyais sérieusement que j'allais mourir, elle m'a soignée jusqu'à ce que je recouvre ma santé. De plus, le jour où un coup de feu derrière la fenêtre de ma porte de chambre m'a paralysée de peur après avoir présenté des reportages radio par téléphone satellite dans lesquels j'expliquais que des membres rwandais de l'AFDL avaient tué des réfugiés à Bandaka et au sud de Kisangani, Niana m'a affirmé que tout irait bien pour moi si j'étais plus prudente la prochaine fois. Enfin, elle m'a rassurée de nouveau après de 2 heures de détention intimidante que j'ai vécues à l'aéroport de Kisangani. Si cela n'avait pas été de Niana, je n'aurais pas été capable de produire autant de travail. Elle
Elle était une source d'inspiration incroyable, non seulement pour moi, mais aussi pour des réfugiés dans les camps. Elle restait avec ceux-ci, leur offrait de l'aide et dormait même dans les camps en forêt au besoin plutôt que de retourner à Kisangani. Elle a forgé des amitiés avec de nombreux réfugiés Hutus. Elle était toujours prête à aller au-devant des autres, jusqu'à ce qu'elle devienne incapable de le faire. Peu de temps avant le 21 et 22 avril 1997, les troupes rwandaises ont donné l'ordre d'évacuer tous les travailleurs humanitaires locaux et internationaux des camps au sud de Kisangani. Ils ont ensuite bouclé la zone et procédé de massacrer des enfants, des femmes, des hommes, ainsi que des malades et des personnes âgées. Niana a passé 4 jours cachée dans un village près des camps à Kasese et a surveillé jour et nuit les déplacements de camions militaires apportant des bidons d'essence afin de brûler les corps. Les villageois lui ont avoué qu'il était enrôlé afin d'aider à tuer les réfugiés à l'aide de machettes, de marteaux et de couteaux, tandis que les soldats utilisaient des mitrailleuses pour abattre le plus grand nombre de personnes possible. Vous vous demandez maintenant sans doute ce qui est arrivé à Niana? Je l'ai laissé les larmes aux yeux sur le tarmac de l'aéroport de Kisangani, qui était massivement occupé par des troupes rwandaises. Niana critiquait le Rwanda d'avoir apporté la guerre au Congo. Je me souviendrai toujours d'une des dernières choses qu'elle m'a dites avant mon départ de Kisangani. Je me demande ce qu'elle adviendra de notre pays maintenant que le Rwanda est venu jusqu'ici pour tuer ses frères et ses sœurs. Nous nous sommes serrés dans nos bras et à ce moment-là, j'ai vu son regard terrifié à l'idée de ce qui pourrait arriver dans le futur. Pendant ce voyage, j'ai été brièvement confrontée à mon propre cauchemar en matière de sécurité à Goma puis au Rwanda. Mes problèmes étaient toutefois bien pâles en comparaison à ceux que Niana aurait endurés. Après que des troupes rwandaises et ougandaises se soient disputées l'accès à l'or, aux diamants et aux bois d'œuvre, ce qui a ravagé Kisangani en 1999 et en 2000, Niana s'est enfuie vers le sud-est à Bukavu. En 2004, des rebelles et des troupes gouvernementales se sont livrés combat afin de contrôler la région. Et 5 hommes sont entrés chez elle, lui ont arraché ses vêtements et l'ont violée. Après cette horrible expérience, il s'est enfui dans une ville au nord Kivu avec plusieurs enfants. Elle a encore été agressée sexuellement 7 fois par des rebelles qui lui ont enfoncé des bouteilles dans le vagin. Quand j'ai appris ce qui lui est arrivé, je voulais me soustraire du monde. Il m'était inconcevable qu'une personne aussi courageuse puisse être soumise à un traitement à ce point cruel et stupéfiant et qu'on attaque intégralement sa dignité de cette façon. J'avais aussi tellement honte de ne pas avoir été là pour elle dans certains des pires moments de sa vie. Ce qui me hante jusqu'à ce jour, c'est la grande faiblesse de nombreux journalistes dont moi, dans le contexte de ces crimes incroyables qui ont commencé en 1996 et éviscéré le Congo. Nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour sonner l'alarme. L'histoire de Niana n'a rien d'exceptionnel malheureusement pour les femmes dans l'Afrique des Grands Lacs. N'oublions jamais qu'au Rwanda, pendant le génocide, des centaines de milliers de femmes Hutus et Tutsis ont fait l'objet d'actes de violence sexuelle de masse. Bon nombre d'entre elles, après avoir été violées par les extrémistes Hutus et des soldats du précédent gouvernement, ont été mutilées avec des machettes, des couteaux, des bâtons, de l'eau bouillante et de l'acide. Au Congo, les viols sont répandus et sadiques, touchant même les bébés et les femmes âgées.
Les femmes comme Niana sont souvent victimes de viols collectifs où des soldats ou de rebelles enfoncent des fusils, des couteaux, du bois, du verre, des clous et des pierres en elles. Les attaquants sont connus pour tirer sur les victimes à bout portant dans le vagin après les avoir violées. Les survivants ont désespérément besoin de faire traiter leurs fistules, des déchirures entre le vagin et le rectum causées par l'entrée forcée d'objets. Souvent, avant même d'arriver à la clinique, ces femmes perdent de l'urine ou des selles et seulement 70 de ces cas peuvent être traités. Les femmes qui est impossible de soigner sont renvoyées chez elles. Nous devons concevoir ces crimes comme ayant été commis sur le corps des femmes. Nous devons témoigner et écouter leurs histoires. J'insiste sur l'acte abominable qui constitue le viol, non pas pour détourner l'attention d'autres crimes perpétrés au Congo, où environ 6 millions de personnes ont perdu la vie, mais parce que le viol détruit littéralement des communautés. Selon Mme Bodia Macharia, universitaire congolaise qui étudie la condition féminine à l'Université de Toronto, le viol des Congolaises est une entaille dans les entrailles de la nation. Le viol signifie expulser des civils de leur terre ainsi que de sortir de leur environnement et de leur communauté. Le viol est un acte de, à défaut de trouver un meilleur mot, terrorisme sexuel, car il détruit le tissu psychologique des générations à venir. Madame Macharia affirme que l'indifférence de la communauté internationale envers le problème du viol au Congo ne profite qu'aux entreprises internationales et à leurs clients, y compris les chefs militaires et l'État lui-même, qui est censé protéger ses propres citoyens, mais qui ne le fait pas. Plus choquant que l'indifférence est le soutien tacite et actif offert par l'Occident au gouvernement congolais, rwandais et ougandais, puisque ces crimes ont été commis contre les civils. Permettez-moi de vous demander ceci. Serait-il acceptable que le Canada envahisse l'Est des États-Unis, renverse son gouvernement, continue d'appuyer la milice pendant près de 20 ans et chaparde les ressources locales tout en recevant de l'aide de la part du reste du monde pendant que des milliers d'Américains périssent? Bien sûr que non. C'est inimaginable. Et si jamais un tel scénario orwellien devait se produire sur le sol des États-Unis, il faudrait que le gouvernement américain soit complice de sa propre ruine. Nous avons constaté à maintes reprises à quel point les politiques occidentales peuvent être dangereuses pour les gens de l'Afrique des Grands Lacs. C'est pourquoi la voix de la résistance et de l'organisation civile compte maintenant plus que jamais, non seulement parmi les Congolais, mais également chez les Rwandais. J'aimerais vous parler rapidement d'une autre femme qui m'a profondément inspirée au cours de la dernière année et demie, parce qu'elle a pris l'audacieuse initiative de dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Elle s'appelle Espérance Mukashema et son histoire est tragique. Espérance est Tutsi et au début du génocide en 1994, elle s'est réfugiée avec son mari et leurs 3 jeunes enfants dans une maison de retraite religieuse à Gakurazo, dans le sud du Rwanda. Son mari Cyprien a quitté ce lieu pour aller chercher son passeport, car il voulait que sa famille s'enfuit éventuellement au Burundi. À la fin du mois d'avril, il a été tué par les Interahamwe. Puisque les bandes d'extrémistes Hutus en maraude ratissaient la campagne rwandaise afin de tuer les Tutsis et les Hutus modérés, la maison de retraite religieuse est devenue un lieu sûr pour Espérance et ses 3 enfants. Au début du mois de juin, quand les troupes de Kagame ont pris le contrôle de la région, elles ont encerclé plusieurs membres du clergé Hutu, les ont détenus en otage,
puis les ont amenés à la maison de retraite où l'archevêque et d'autres réfugiés demeuraient. Le 5 juin, pendant un des massacres encore plus soigneusement orchestrés par l'armée Tutsi, des troupes de l'armée patriotique rwandaise ont invité des membres du clergé, la grande majorité des Hutus, dans un réfectoire. Sans savoir ce qui se préparait, Espérance avait laissé son enfant de 8 ans, Richard Seja, jouer sur les genoux d'un prêtre, pendant qu'elle se trouvait à l'extérieur du réfectoire avec ses 2 autres enfants. Les soldats du FPR ont ensuite commencé à tirer des séries de coups de feu sur plus d'une douzaine de personnes dans la salle. 15 personnes ont été tuées ce soir-là à Gakurazo, dont l'archevêque et Richard Seja, le fils d'Espérance. Elle n'oubliera jamais le carnage et l'horreur absolue de ce qui s'est produit cette soirée-là. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a enquêté sur ce massacre, mais a décidé de ne pas en juger les auteurs et d'en laisser le soin à Kigali. Pour des raisons d'opportunisme politique, pas une seule personne de l'armée ou du gouvernement de Kagame n'a été jugée par l'Organisation des Nations Unies, malgré plus de 15 ans d'enquête de très grande qualité menée par des agents de police et des avocats travaillant pour le bureau du procureur à Arusha. Espérance refuse toutefois de garder le silence. Elle continue, malgré les menaces, à réclamer justice pour son fils et les autres victimes de ces horribles meurtres. En dénonçant les crimes perpétrés par les vainqueurs au Rwanda, elle a noué les alliances avec des Hutus et des Tutsis, spécialement à l'étranger. En agissant ainsi, elle est devenue le visage de la résistance civile à l'oppression et à l'impunité. Ces efforts ont parlé en faveur de nombreuses personnes réduites au silence par les excès d'un régime qui a prévalu pendant 2 décennies. Ce sont des actions des femmes comme Espérance et Niana, des femmes qui exigent qu'on rende justice aux victimes, indépendamment de leur appartenance ethnique, qui ouvriront la voie à la réconciliation et à une paix éventuelle. Merci beaucoup.